Salut, moi c'est Lilou et je vais vous raconter mon histoire. Alors, par où commencer? Bon, on va commencer par le commencement, ça c'est intelligent. Et je suis arrivée dans une famille où j'avais un grand frère qui a 4 ans de plus que moi, une grande sœur qui a 6 ans de plus que moi, et des parents aimants, j'avais tout. J'avais tout, on avait plein d'animaux, on avait plein de choses, enfin tout pour avoir une super enfance. Et j'ai eu une super enfance, j'ai pas à me plaindre. J'ai eu une famille aimante où j'étais dans une super école, j'avais tout pour moi et c'était super. Jusqu'au jour où on a déménagé pour des raisons professionnelles de mon père. Donc on a déménagé en Vendée. Donc là, je perds tous mes repères. J'arrive dans une nouvelle école où c'était une petite école de village, donc tout le monde se connaissait. Et puis moi, j'arrivais, j'étais un peu l'intrus. Et puis j'étais pas forcément comme les autres, je m'habillais pas forcément comme les autres. Enfin, j'ai subi déjà de la discrimination à cette époque-là. Et puis en parallèle, je faisais de la gym. Et je suis arrivée dans un club de gym en Vendée. Et, euh, et je suis arrivée dans une équipe qui avait un niveau supérieur à moi. Et avec une prof qui avait une super réputation, qui était réputée comme très bien, mais très stricte. Mais moi, ça me dérangeait pas du tout. Enfin, je savais que dans ce sport, il fallait qu'il y ait de la rigueur, et puis moi, je voulais avoir un certain niveau, je voulais avancer, je voulais évoluer. Donc je savais qu'il fallait ça, donc ça me posait aucun problème. Sauf que au fil du temps, c'était plus de la rigueur, mais c'était du harcèlement moral. Et sauf que j'étais trop jeune pour m'en rendre compte. J'étais encore innocente, vraiment complètement innocente. Et puis c'était un adulte, donc mes parents m'ont toujours appris à ne pas répondre aux adultes, à ne pas respecter ses aînés. Enfin voilà, j'ai eu une éducation comme ça, donc j'allais surtout pas rétorquer à ce qu'elle me disait. Et puis ça a commencé par des petites choses, des petites remarques. Et puis du genre oui, laisse tomber, de toute façon tu n'y arriveras pas. De toute façon, je vois même pas pourquoi tu continues, tu y arriveras jamais. J'ai envie de te plaquer au mur, j'en peux plus de toi. Enfin, des retours de compétition comme ça. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui ont fait que dans un cerveau d'une famille, oh, dans un cerveau d'une fille de 9 ans, tu te dis que c'est la vérité, c'est une adulte qui te le dit, et puis d'accord, tu acceptes et tu te dis, c'est vrai que je suis bonne à rien, c'est vrai que je suis nulle, c'est vrai que j'y arrive pas, c'est vrai que je suis moins forte que les autres, que tout ça, en fait, et puis on y croit. De toute façon, on nous remplit le cerveau avec ça, puis on n'a pas le choix d'y croire. Donc, c'était ça tout le temps. J'étais à 12 heures de gym par semaine. C'était très dur. Puis j'ai eu mon entrée au collège. Où pareil, l'entrée au collège compliquée parce que pareil, j'étais toujours pas une élève comme les autres, je m'habillais toujours pas pareil, donc j'ai aussi reçu de la discrimination, du harcèlement, tout ça, enfin bref, la totale. Et puis à côté, j'avais la gym qui normalement devait être une bouffée d'air pour moi, un moment de plaisir, mais sauf que arrivé un moment, j'y allais en pleurant. Je ressortais en pleurant. Mes parents ont commencé à comprendre que c'était plus juste de la rigueur et que ça devenait vraiment du harcèlement. Mais je voulais continuer en fait parce que j'aimais la gym et que je voulais pas lâcher jusqu'au jour où cette prof m'a violée. Ouais. Et ce jour-là, donc pour remettre les choses dans leur contexte, j'avais fait une séance de gym qui s'était pas bien passée, mais comme toutes les autres de toute façon.
Et puis après, en fait, on avait un bureau où moi je faisais mes devoirs après, parce que c'était le soir après le collège, etc. Et mon frère faisait de la gym aussi, donc lui, il avait un cours qui était plus tard que moi. Et moi, je faisais mes devoirs dans le bureau pendant que mon frère faisait son cours. Et puis, elle est arrivée dans ce bureau. Et puis, ça s'est fait là. Et, euh, et puis, bah, j'ai rien pu faire, en fait. J'étais complètement tétanisée, complètement apeurée. Enfin, voilà, j'avais plus aucun contrôle sur moi. J'avais peur, j'avais mal. C'était extrêmement dur. Puis, je saurais même pas dire combien de temps ça a duré. Mais enfin, ça avait l'air d'être une éternité. Puis ça s'est terminé. Mon frère a fini son cours. Puis mon père était dans la salle à ce moment-là. Puis on est rentré en voiture. Je me souviens d'avoir fait semblant de dormir. Comme si en dormant j'allais tout oublier, en fait, tout ce qu'elle m'avait fait. Comme si c'était un cauchemar, en fait. Et j'avais pas encore la conscience de me dire que c'était un viol. Je, je, J'avais pas ça. Je savais que c'était mal ce qu'elle avait fait. Je savais très bien que c'était mal. Mais dans la façon dont ça s'est fait, c'était moi qui l'avais poussée à faire quelque chose de mal. Donc elle a réussi à me faire culpabiliser. Et puis il y a eu des menaces, bien sûr. Il y a eu tout un tas de choses. Donc je pouvais rien dire. Puis de toute façon, j'avais honte. Enfin, il était inconcevable de dire quoi que ce soit. Donc pour moi, le seul moyen, c'était de ne pas en parler. Et puis je me disais que si j'en parlais pas, bah, j'allais oublier. Mais ça, c'est faux. Et je voudrais mettre un point d'honneur là-dessus, c'est que si un adulte vous fait quoi que ce soit qui vous fait du mal, parlez-en. Mais parlez-en, c'est hyper important. Et même si c'est compliqué de parler, c'est très compliqué, mais je vous jure qu'il faut. C'est comme ça que ça va bouger. Moi, j'ai mis 6 ans à en parler, donc j'avais 11 ans. Et puis tout mon monde s'est écroulé à ce moment-là, en fait. Il y avait mon cerveau qui me disait que j'étais qu'une sombre merde. Excusez-moi du terme, mais c'était ça. Je ne valais rien. À l'école, bah, de toute façon, je ne valais rien. J'arrivais pas à suivre les cours parce que j'étais trop perturbée. Donc j'avais des mauvaises notes, Enfin, tout se passait mal, quoi. Et je pouvais pas en parler, je pouvais rien dire. Donc mes parents m'engueulaient parce que j'avais des mauvaises notes. Du coup, je suis partie dans le mensonge, je me suis engouffrée dans le mensonge. Même pour mes copains et copines du collège, bah en fait je m'inventais une vie. Parce que celle que j'avais me convenait pas. Et puis au final, bon bah, de toute façon tout mensonge, ça finit par se savoir. Donc du coup ça s'est su, j'ai menti à mes parents sur mes notes, etc. Mais pareil, ça s'est su. Enfin, et puis mes parents ne comprenaient pas en fait. Ils savaient que à la gym ça n'allait pas, donc du coup j'ai arrêté. Mais quand on passe de 12 heures de gym à plus rien, et bah ça fait un gros trou aussi en fait. Et tout était dur et je pouvais pas parler. Donc mes parents voyaient que j'allais mal parce que je faisais des malaises quasiment tous les jours au collège. Enfin, j'étais dans un mal-être très 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 fort. Et j'arrivais pas à sortir la tête de l'eau en fait. Je me noyais. Puis on a redéménagé. Donc là je me dis, ah bah ça y est, c'est la fin. On va pouvoir repartir. Nouveau départ, ça va aller mieux. Et puis en fait, je suis retombée dans un collège, pareil, un petit collège de village, où pareil, tout le monde se connaissait. Et puis bah, au début, oh trop bien, c'est la nouvelle. Puis après, ah ouais, ouais mais non, c'est l'intrus quoi. Donc bah mes notes se sont pas améliorées. J'ai quand même réussi à aller jusqu'à mon brevet. Bon, j'ai eu mon brevet, je ne sais pas par quel miracle, mais je l'ai eu. Et, euh,
Et puis, en sortant du collège, j'avais fait mon stage de troisième dans un salon d'esthétique. Et puis là, bah, c'est apparu comme une évidence. C'était ça que je voulais faire. Il n'y avait pas d'autre. Enfin voilà, je voulais faire ça. Sauf que pour vouloir faire ça, je voulais faire un CAP. Et puis, sauf que dans la tête des gens, le CAP c'est souvent mal vu ou enfin, voilà, c'est pour les gens qui ont des difficultés scolaires, etc. Enfin, mes parents, moi, à la base, voulaient que j'ai un bac. Et ils m'ont dit après, tu feras ton CAP. Mais je fais, mais pour moi, aller au lycée général pour passer un bac, c'était perdre 3 ans de ma vie. Je savais ce que je voulais faire. J'avais enfin quelque chose qui me motivait, en fait, une source de motivation. Je me disais, c'est ça que je veux faire. Donc, ils m'ont posé un dilemme. Ils m'ont dit, bah écoute, t'as les vacances. Si tu trouves un employeur, bah tu fais ton CAP, sinon tu passes ton bac. Alors là, j'ai fait des pieds et des mains pour chercher des instituts partout dans la région, etc. J'ai trouvé. Et puis j'ai commencé à bosser donc à mes 15 ans. Et puis ça se passait super bien, c'était génial. J'avais une patronne incroyable, tout était beau, tout était rose en fait. J'avais l'impression de revivre, d'avoir trouvé ma voie, enfin voilà, je savais ce que je voulais faire. Et puis un jour, dans cette année-là, et ben un soir, en rentrant du travail, je dis à mes parents que je me sens hyper fatiguée. C'était en fin de semaine, c'était un samedi. Je me sens super fatiguée là, vraiment, comme si j'étais rouillée de l'intérieur. Et puis, mais bon, je me suis dit qu'après une bonne nuit, bah, ça irait mieux. Puis je vais me coucher. Et puis le lendemain, bah, j'ai essayé de me lever. Et impossible de me lever. Donc je me dis, bon, je me rendors. Je sais que j'ai pas dormi assez. Et puis je me réveille. Et j'étais obligée d'appeler mon père pour me lever de mon lit. Parce que j'avais plus aucune force nulle part. Donc j'avais encore un peu de force dans les bras. Mais au début, vraiment, les jambes, c'était du coton. Et puis au début, donc on a pensé à la mononucléose, pour le fait que je sois fatiguée, etc., que ce soit une grosse fatigue. Enfin, on a pensé à plein de choses. J'ai été voir mon médecin. Au début, il n'était pas trop alarmé. Il s'était dit, bon, bah, on verra, on se revoit dans une semaine. Si dans une semaine ça va pas mieux, on voit ce qu'on fait. Et puis une semaine après, bah, ça n'allait toujours pas mieux. Donc je retourne le voir. Et puis il me fait les examens et j'avais perdu mes réflexes au niveau des genoux, au niveau des bras. Donc là, il a tout de suite pensé au syndrome de Guillain-Barré. Donc c'est un syndrome, c'est une maladie de paralysie en fait, qui commence par les jambes et qui est évolutive et qui, si elle n'est pas soignée à temps, peut entraîner une paralysie des poumons et du cœur et entraîner à la mort. Donc ça l'a tout de suite alarmée. Donc j'ai été hospitalisée en urgence en neurologie. On m'a fait plein d'examens, plein de choses, ponction lombaire, j'ai fait je ne sais combien de prises de sang, tout ça, enfin rien. Pendant 4 mois, ça a duré. Enfin, j'étais pas hospitalisée pendant ces 4 mois, mais et puis en fait, ils m'ont laissé repartir de l'hôpital en me disant bah vous avez rien. Mais le problème, c'est que j'avais rien, mais je pouvais toujours pas marcher. Donc j'étais en fauteuil roulant. Et puis là, bah pareil, c'était compliqué parce que au début, ma mère elle pensait que c'était du chéquier. Elle disait, mais s'il n'y a rien sur les examens, c'est que tu peux marcher. Enfin, et puis moi, je disais, mais non, en fait, ça ne marche pas, je n'y arrive pas. Donc on mettait ma parole en doute. Je suis retournée voir ma patronne dans l'institut où je travaillais. J'y suis allée en fauteuil roulant avec mon père et elle m'a dit, une patronne que j'idolâtrais vraiment, que je trouvais super, qui m'a dit oui, bah de toute façon, si tu veux marcher, c'est dans ta tête, c'est quand tu voudras. Donc, bah, bim, prends ça. Donc, dans la tête des gens, c'était du cinéma.
Et bah pourtant je pouvais bel et bien pas marcher. C'était impossible. Et puis, euh, et puis j'ai été voir un kiné où on a fait de la rééducation, etc. Et en gros, on m'a dit que c'était psychosomatique. Donc en fait, c'était psychologique, mais comment expliquer ça avec des mots simples? C'était inconscient en fait. C'était mon cerveau qui avait fait un blocage en fait. Des années plus tard, je l'ai compris après que c'était par rapport à mon passé. Et puis le fait de travailler avec des femmes qui ont eu une autorité sur moi, en fait, je me suis rendu compte que bah, ça m'angoissait énormément. Me retrouver enfermée dans un bureau avec une femme ayant autorité sur moi, plus vieille, c'était une angoisse terrible. Mais vu que j'en avais parlé à personne, bah, je pouvais rien dire, donc personne ne comprenait. Et puis moi, je voulais pas que ça soit ça, donc j'essayais de me mentir à moi-même et de me convaincre que c'était... Enfin, voilà, je voulais oublier en fait, je voulais vraiment oublier. Et puis, euh, et puis ça allait pas, ça allait pas, ça allait pas. Et puis un beau jour, bah, j'ai fait ma première TS, ma première tentative de suicide. Donc j'ai pris des médicaments. Et puis, heureusement, j'en avais pas pris énormément. Et puis je pensais que la dose que j'avais, ça allait suffire, mais heureusement non. Et puis j'ai été, j'avais 16 ans. J'ai été hospitalisée aux urgences, etc. Je me réveille en colère que ça n'ait pas marché parce que je le voulais vraiment. Et puis je vois un psychiatre aux urgences qui me demande si je regrette ou pas mon acte. Donc là, vu que j'étais encore énervée, je fais bah, bien sûr que non, sinon je l'aurais pas fait. Bref, il fait bah oui, mais là du coup vous êtes consciente que bah, vous n'allez pas pouvoir ressortir, etc. Que vous allez devoir être hospitalisée en psychiatrie. Et puis alors là, moi être hospitalisée en psychiatrie, je suis pas folle. Hein. Enfin, voilà, pour moi c'était voilà, la connotation était telle. Et, euh, et puis j'y suis allée parce que j'étais mineure et que j'avais pas le choix. Et puis, euh, et puis j'y suis restée une semaine et ça a été une semaine horrible, vraiment parce que c'était une hospitalisation qui était contre mon gré et avec le personnel soignant ça se passait très mal. Enfin bref, ça a été une très très mauvaise expérience. Puis après j'ai repris le boulot, j'ai changé d'institut parce que avec ma patronne ça se passait plus bien du tout. Sauf qu'après bah, j'ai compris que même avec une autre patronne bah, ça ne marchait pas. Ça venait pas forcément que d'elle, mais ça venait de moi. Et puis suite à cette TS, c'est là que j'ai réussi à prendre la parole et à en parler à ma famille. Donc pareil, c'était un soir où il y avait toute ma famille qui était réunie. Donc mon frère, ma soeur et mes parents. Mon frère, à cette époque-là, mon frère et ma soeur avaient déjà leur appartement, leur indépendance et tout, donc c'était rare quand on était à tous les cinq. Et puis je leur en ai parlé ce soir-là, je leur ai dit que s'ils avaient des questions, il fallait qu'ils me les posent, et que ça allait par contre durer qu'une soirée, et qu'après je voulais plus en entendre parler, que c'était la seule fois où je leur disais, etc. Donc, euh, donc, on me pose des questions. Pareil, c'est un moment pas agréable à passer. Parce que bah, là, il y a la honte qui revient, il y a la peur de ne pas être cru aussi. Parce que c'est la parole d'un adulte contre moi. Et puis le viol, des femmes qui violent, on en entend très 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 peu parler. Donc je m'étais dit, ça se trouve, ça va même pas être considéré comme un viol vu que c'est une femme. Mais à partir du moment où il y a pénétration, c'est un viol. C'est que ça soit par une femme ou par un homme. Et c'est ça aussi dont je veux parler. C'est qu'il n'y a pas que les hommes qui violent. On est dans un monde où il y a des fous partout. Et puis voilà. Cette femme, elle est malade. Ça n'excuse rien au fait de ce qu'elle m'a fait, mais elle est malade. Et puis,
mes parents m'ont demandé si eux, de leur côté, pouvaient faire des démarches, aller à la gendarmerie pour déposer plainte, etc. Donc je leur ai dit que tant que moi, ça me coûtait rien, ils faisaient ce qu'ils voulaient de leur côté. Puis un soir, ils revenaient de la gendarmerie et puis ils m'ont dit que sans mon témoignage, ils pouvaient rien faire. Donc là, encore de la culpabilité, parce que je me dis, si je dis rien, elle va continuer et elle va détruire d'autres vies. Et elle m'a pas détruit la vie, elle m'a détruit une bonne partie de ma vie. Certes, ça a été très dur et il y a encore des moments où ça l'est. Et en tout, j'ai fait 5 TS. J'ai été diagnostiquée bipolaire. Ça a été très 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 dur, tout chemin. J'ai déposé plainte. Mais la maladie, c'est compliqué à gérer aussi. Le fait d'accepter qu'on est malade, le fait de dire à ses parents qu'on est malade. Moi, j'avais l'impression de faire vivre un enfer à ma famille, d'être un boulet, quoi, de pas les rendre fiers, mon frère et ma sœur excellent dans leur milieu, et puis moi, j'étais la petite dernière malade qui va mal, je sais que j'en ai fait baver à mes parents, et j'en ai bavé aussi, mais le fait de faire souffrir sa famille, c'est encore pire. Parce que moi, j'avais l'habitude de souffrir. C'est horrible de dire ça, mais j'avais l'habitude. Et mais les voir souffrir à cause de moi, c'était terrible. Donc du coup, voilà, la TS, ça revenait, parce que je me disais, de toute façon, ok, ça va être dur au début, mais après, ça va être plus simple pour eux, je vais les débarrasser d'un poids. J'avais des pensées noires très souvent, et puis avec la bipolarité, il y avait les phases maniaques où tout allait bien, tout était beau, tout était rose, donc on y croyait, on se disait ah c'est bon, ça va mieux. Parce que pendant des années, on pensait que j'étais dépressive. J'ai été diagnostiquée à mes 18 ans bipolaire, donc c'est très récent, là ça va faire 1 an. Mais maintenant ça va mieux. Je vais mieux, j'ai des médicaments, j'ai un suivi psychiatrique, et puis j'ai une famille géniale qui malgré tout m'a toujours épaulée, m'a toujours aidée dans tous mes choix, dans toutes mes phases très très compliquées. Ils ont toujours été là, et je sais que j'ai énormément de chance à ce niveau-là, c'est que je suis super super bien entourée, j'ai des amis en or, j'ai tout pour aller mieux, j'ai plein de projets, j'ai plein de choses, et je vais tout faire pour y arriver, parce que j'en ai envie, et le passé c'est le passé, mais voilà, je voulais en parler, et je voulais que peut-être qu'il y a des filles qui vont se reconnaître dans ce que je dis, ou des histoires parallèles, etc. Voilà, mais c'est vrai qu'au début c'est compliqué de parler, parce que surtout quand on nous culpabilise, ou en fait on nous manipule complètement. J'étais complètement manipulée, et c'est très compliqué de parler, et moi sur le coup je l'ai fait parce que je le devais à mes parents, parce qu'ils comprenaient pas mon mal-être, mais je le faisais pas pour moi. Mais on a tous le droit d'être heureux, et moi je me le suis interdit pendant très longtemps. Je me suis interdit d'être heureuse, j'avais pas le droit d'être heureuse, et maintenant ça a changé. J'ai le droit d'être heureuse, je suis en train d'apprendre à m'aimer, à aimer qui je suis. Alors déjà que c'est quelque chose qui n'est pas facile en temps normal, avec des histoires comme ça l'est encore moins. Mais j'ai la force, j'ai l'entourage, j'ai tout ça. Et puis voilà. Bon voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour.
Et puis bah, j'espère que cette vidéo pourra aider certaines personnes. Et puis voilà, bisous.